Et si l'espace, son agencement, son organisation, ses dispositions même n'étaient pas neutres? Et si nous étions aveugles quant à ses partis pris, quant à ses formes, ses lieux de vie et ses de circulation, qui dans leur construction même reproduiraient les inégalités entre les femmes et les hommes? Je le disais, lumière ce soir sur un concept, le spatio-féminisme. Avec vous, Neptisfer, bonjour. Bonsoir. Bonsoir même, vous êtes chercheuse en histoire et culture des pays de langue allemande et vous venez de faire paraître Pour un spatio-féminisme de l'espace à la carte, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage qui, je dois le dire, on a trouvé collectivement dans l'équipe de Questions du soir passionnant, stimulant, et vous expliquez très vite qu'il s'agit d'un livre comme une invitation à questionner nos pratiques spatiales et notre rapport à l'espace. C'est quoi nos pratiques spatiales ? Alors, nos pratiques spatiales, c'est la façon dont nous vivons notre vie qui a une dimension spatiale, quelque chose qu'on connaît en sciences sociales et humaines depuis à peu près d'un demi-siècle, qui veut qu'il y a une géographicité de notre vie, donc une spatialité, c'est-à-dire que toutes nos entreprises, tous nos actes, mais aussi toutes nos pensées ont cette dimension spatiale. Et il se trouve qu'après avoir travaillé depuis quelques années sur la contre-cartographie, il apparaissait de plus en plus souvent que certains groupes que je dirige lors d'ateliers de contre-cartographie collective abordaient la question du genre, sans que je les y ai invités. Apparaissaient des termes comme les injustices que nous subissons en tant que femmes, c'est-à-dire les restrictions dans nos pratiques, dans nos attitudes, nos codes vestimentaires, l'accès restreint que nous pouvons avoir à certains lieux, notamment l'usage de la ville la nuit. On sait qu'il y a ces murs invisibles qui interdisent aux femmes d'aller dans certains endroits, qui sont de pure construction, puisqu'on sait très bien que le lieu le plus dangereux pour une femme, c'est son domicile. Les problèmes arrivent dans le privé et non dans le public, etc. Donc il y a eu énormément de moments où je me suis dit, mais en fait, cette notion de contre-cartographie, elle est cousine de nos préoccupations en tant que féministes, de nos luttes. Et on retrouve dans les théories féministes des féministes depuis les années 70 pour ce qui concerne les théories générales et depuis les années 90 pour ce qui concerne les géographes, notamment de la sphère anglo-saxonne, puisqu'en France, on a eu beaucoup de problèmes à admettre le fait que la géographie devait aussi s'intéresser aux questions sociales et que parmi ces questions sociales, il y avait celles qui concernaient le genre. Alors comment est-ce qu'on fait surgir justement au sein même de l'espace quand on l'observe, quand on l'analyse? Comment est-ce qu'on fait surgir ces inégalités? Comment est-ce qu'on les met en relief? Comment est-ce qu'on en rend compte très concrètement? Quelle est la méthodologie scientifique pour y parvenir? Alors c'est bien sûr l'observation. Si vous venez de la contre-cartographie, vous savez très bien que ce que vous allez produire comme connaissance, comme information, c'est vous qui en êtes maîtresse ou maître. Vous la construisez, tout simplement. Donc, votre observation, si vous assumez votre subjectivité, et les théoriciennes féministes ont longtemps insisté sur le point de vue, chez la personne qui construit la connaissance, si vous l'assumez, si vous assumez votre subjectivité, c'est-à-dire que la carte, par exemple, que vous allez produire, mais ça pourrait être toute forme de production scientifique, elle est toujours subjective, elle est toujours conditionnée par votre position personnelle. Il se trouve que la connaissance, la science est produite, ce qui a été dénoncé depuis longtemps, par les hommes. Elle est genrée elle-même. Donc, si vous vous positionnez dans une attitude critique, autocritique, et que vous assumez le fait qu'il n'y a aucune neutralité dans ces productions, vous pouvez faire émerger des informations qui sinon seraient tues, et vous atteignez à une subjectivité plus forte, disent les féministes, c'est-à-dire que votre objectivité, en fait, elle est relative, et vous l'assumez. Alors je voudrais vous faire entendre la voix d'un homme, Georges Perec, et il décrit l'espace dans lequel il se trouve, l'espèce d'espace justement, et ça vous fait déjà sourire, Neptisfer. Le temps est pluvieux, la circulation est plutôt fluide, la plupart des gens ont leur parapluie ouvert.
Je vois devant moi l'amorce de la rue du Four, la portion du boulevard Saint-Germain comprise entre Mabillon et Saint-Germain-des-Prés, et en tournant un peu la tête, la rue de Bussy. Une femme passe avec un imperméable rouge, une autre avec un cabas. Au feu rouge de la rue du Four, une mobilette s'arrête avec un homme qui porte une combinaison orange. Dans l'autre sens, une camionnette diffusion princesse. Sur le boulevard Saint-Germain passe un autobus 63 et un autobus 96 qui porte une publicité pour Véronique Sanson. Bon voilà, moi quand j'écoute Georges Perec, je me dis, je vois déjà où il se situe pour connaître un peu le quartier. Il est au cœur du 6e arrondissement de Paris. Je me dis, il le décrit d'une façon objective, ce quartier. Il les décrit d'une façon neutre, ces rues qu'il traverse et qu'il observe. Oui, ça me fait sourire parce que j'ai récemment, lors du Festival du Printemps des Cartes de Montmorillon, j'ai repris son principe de l'épuisement. Oui. Chez lui, c'est la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et nous avons épuisé un lieu montmorillonnais, c'est-à-dire la cité médiévale, avec des géographes et des non-géographes, avec l'idée de découvrir comment la carte pouvait épuiser ce lieu, c'est-à-dire en donner une image exhaustive. Et il s'est avéré que les productions montraient très bien que nous ne dessinons pas ce que nous voyons, mais nous dessinons ce que nous savons. Quand Perec analyse, restitue ses perceptions, c'est en connaissance de cause. Et il connaît ce qui a pu nourrir ces manifestations, et c'est pareil pour la cartographie. Donc nous nous projetons toujours et nous construisons toujours notre discours sur l'espace, que ce soit de façon scriptuaire, que ce soit de façon iconographique, comme le fait la cartographie. Ce qui est également passionnant, c'est que dans cet ouvrage, vous montrez que ces inégalités sont à double sens. Elles s'inscrivent à la fois dans l'espace, elles s'inscrivent dans le territoire, mais elles en reproduisent d'autres. Elles sont elles-mêmes productrices d'inégalités entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous pouvez revenir, nous expliquer peut-être ce double mouvement ? Oui, c'est bien une dialectique, c'est-à-dire que nous produisons l'espace, pour reprendre les termes d'Henri Lefebvre, et l'espace nous produit. Il y a d'une part l'espace que l'on conçoit, que l'on construit, que les urbanistes, que les architectes conçoivent. Et depuis les années 50, c'est l'architecture fonctionnelle qui a prévalu et dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, où certaines activités humaines, l'habiter, plutôt l'habitat dans ce cas-là, le travail, l'activité professionnelle, les loisirs sont séparés les uns des autres, ce qui a un impact, par exemple, sur les personnes qui seraient en charge du care, c'est-à-dire du soin, des travaux domestiques, ceux qui incombent majoritairement encore aujourd'hui aux femmes. Donc, certaines géographes comme Jacqueline Coutras disaient, elles ne peuvent plus faire leur devoir social. Nous l'appellerions autrement aujourd'hui, c'est-à-dire elles ne peuvent plus prendre en charge tout ce qui construit, qui fait la chair de la vie en société. Elles ont une présence dans la société conditionnée par leurs attributs, leurs obligations, et ceci disparaît dans l'architecture fonctionnelle. Donc on a ce cadre, on a aussi un paysage urbain, par exemple. J'ai fait des explorations urbaines où nous dénotions tous les signes masculins dans l'espace, c'est-à-dire la statuaire, bien sûr, où les femmes ont une certaine position en adoration devant les hommes. Elles sont indifférenciées, ce sont des collectifs, elles n'ont pas de nom, elles sont en admiration devant des grands hommes qui, eux, sont nommés. Vous avez aussi les devantures des magasins, les noms des restaurants, etc. Vous avez toute une analyse à faire sur ce paysage urbain qui conditionne notre perception. Ça, c'est une chose, donc le cadre dans lequel nous vivons, mais nous-mêmes, quand nous avons intériorisé certaines normes, qui sont des normes de genre, qui influencent ces pratiques, nous-mêmes, nous pratiquerons l'espace d'une certaine façon. Et que c'est inscrit dans nos corps, dans nos esprits, dans nos corps. Moi, en tant que femme, je vais m'asseoir autrement que vous dans le RER. On y reviendra. Voilà. Je lancerai la balle autrement. C'est-à-dire que les femmes ont une autre motilité. Elles conçoivent leur corps autrement, comme fragile, comme à protéger. Et elles auront une autre mobilité aussi, ce qui est dû à leur rôle social et à leur propre conception de leur droit, de leur légitimité dans l'espace qui est restreint. Voilà. Et donc à toutes les échelles, les enveloppes du corps, on peut constater ces différences de comportement. Des inégalités inscrites dans les corps, vous l'avez dit, des inégalités inscrites également dans l'espace urbain et dans l'architecture, évidemment. C'est une cité-jardin verticale qui groupe 1600 personnes en un seul bloc d'habitation. Les avantages
les plus claires, c'est libérer la femme, la maîtresse de maison, des contraintes domestiques qui sont un véritable esclavage et qui peuvent être facilitées par l'organisation des services communs, tels que les ravitaillements dans la maison elle-même, par coopérative, la médecine préventive et le dispensaire, la culture physique réalisée dans cette unité d'habitation, les clubs d'enfants à tous âges également qui permettent au moment de sentir que leurs enfants se trouvent en bonne compagnie et sous une discipline, soit de l'autodiscipline, soit une discipline gardée. Cette cité jardin verticale permet l'élevage, pardonnez-moi le mot, l'élevage de l'enfance. L'élevage de l'enfance, quelle belle expression. C'est évidemment Le Corbusier qui décrit cette cité radieuse implantée dans les quartiers nord de Marseille. C'est aussi l'illustration d'un temps où l'architecture était voulue comme rationnelle, absolument fonctionnelle. C'est vous qui avez employé le mot, Neptisphère. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce Corbusier dans sa manière de concevoir l'architecture ? Alors j'ai lu beaucoup de textes du Corbusier et j'admire la cité radieuse par ailleurs. Le problème, c'est que Le Corbusier et d'autres après lui et aujourd'hui encore font référence à l'homme universel. L'homme universel, le modulor qu'il a développé, est la mesure de tout. Donc la femme disparaît derrière cette conception de l'être humain strictement inféodé à l'être humain mâle. Et ces cités radieuses, ces villes fonctionnelles, justement, au lieu de révolutionner, et à l'origine, Le Corbusier se veut révolutionnaire, au lieu de révolutionner le donné, vont chercher à l'aménager. Donc, on aménage la vie des femmes en fonction de celle des hommes et on continue encore aujourd'hui. Je voudrais vous citer justement Le Corbusier. D'ailleurs, la cité radieuse ne se situe pas dans les quartiers nord, comme je le disais, mais dans le sud de Marseille. Le Corbusier qui dit « L'esprit de chaque homme, formé par sa collaboration quotidienne à l'événement moderne, a consciemment ou inconsciemment formulé des désirs. Ces désirs se rattachent fatalement à la famille, instinct de base de la société, et l'homme ainsi doit pouvoir poursuivre dans le repos le développement organique de son existence, lequel est de créer une famille et de vivre comme tous les animaux de la terre et comme tous les hommes de tous les temps, en famille organisée. » Fin de citation. Pourquoi cette citation est au cœur de ce spatio-féminisme que vous appelez de vos voeux ? Voilà, justement, pour cette raison de la référence à l'homme universel qui invisibilise complètement le travail et la présence des femmes. Et cela se décline absolument sur tous les plans. Si vous prenez une carte, mon objet de référence favori, les cartes sont construites sur des données chiffrées. Très souvent, la contre-cartographie utilisera des données qualitatives, mais on a généralement des données quantitatives. Ces données occultent complètement l'activité produite par les femmes. Je pense par exemple au PIB, qui lui va mesurer la richesse d'un pays sans tenir compte du travail de reproduction, comme on l'appelle, c'est-à-dire du travail du soin, effectué majoritairement par les femmes, qui n'apparaît pas comme une production de richesse alors qu'elle contribue au bien-être de la population générale. Voilà, donc on a une invisibilisation de la présence des femmes au monde, tout simplement. Et des programmes urbanistiques comme ceux de l'architecture fonctionnelle contribuent à maintenir l'idée ce sont des projets faustiens, si vous voulez. L'homme faustien qui est en maîtrise totale de son monde. Et cet homme-là est bien un homme et non pas une femme. Et la contre-cartographie, mais aussi les féministes dans leur théorie, vont s'ériger contre ce discours de la modernité qui veut vous proposer des analyses, des solutions. Or, cette analyse, ces solutions, elles sont construites par des hommes dans une certaine perspective, en occultant énormément de choses qui seraient celles du vécu, du sensible, de l'émotion, de l'existence. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'étude géographique, micro-géographique que vous faites des foyers et un intérêt particulier que vous développez pour la géographie des cuisines. Là encore, comment elles illustrent ces cuisines une géographie de l'inégalité entre les femmes et les hommes ? Bien sûr. Ben justement, Le Corbusier, la cité radieuse, vous savez, une cuisine restreinte, bien sûr, qui doit permettre aux femmes à la fois d'être présentes, de discuter avec la famille, mais en même temps de faire son devoir, c'est-à-dire de femme. La cuisine, c'est l'endroit où on
les enferme, et je cite largement le film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, qui amène à son expression la plus ultime cette restriction à la domesticité à la fois rassurante, mais enfermante, réservée aux femmes. Aujourd'hui encore. Et on en vient très vite à la double ou triple charge mentale, c'est-à-dire que la femme, en s'émancipant, il y a un moment, depuis les années 80, on a parlé d'émancipation des femmes, en fait, on lui demandait d'assumer 2 tâches, c'est-à-dire celle de la femme au foyer et en même temps celle d'une activité professionnelle. Et elles ont essayé de concilier les deux, au prix de leur santé morale et de leur bien-être économique aussi. Mais qu'est-ce que nous enseigne là-dessus, sur ce point précis, la recherche en géographie? En quoi l'espace même tend à enfermer les femmes là où on voudrait qu'elles soient? Hum, Alors, notre rapport à l'espace, Foucault dit, c'est une question de pouvoir. Le pouvoir s'exprime dans l'espace. Hannah Arendt le dit autrement, elle dit dans l'espace va se produire l'entre-humain, c'est-à-dire l'action. Et c'est ça qui va donner forme au monde. C'est pour ça que j'évoque justement la dimension faustienne de ces projets. La cuisine, c'est une façon, tout comme le corps, tout comme les codes vestimentaires, tout comme les codes comportementaux que la domination nous fait accepter, c'est une façon de contrôler les femmes. Et on voit dans la triste actualité combien ce besoin du contrôle sur cette altérité, les anthropologues l'ont très bien développé, Françoise Héritier, la femme, par sa faculté de reproduction, fait peur. Et il va s'agir de bien s'approprier ses facultés et donc de lui désigner une place, de la restreindre dans ses mouvements, dans ses comportements, dans ses idées et tout ça. Et cette valence différentielle des sexes dont elle parle, elle s'exprime de cette façon. Donc nous sommes un corps, nous sommes dans un lieu, nous avons un espace, nous avons éventuellement un territoire, la portion d'espace que nous allons nous approprier, et la personne qui a le pouvoir, c'est-à-dire 50% de l'humanité quand même, va pouvoir utiliser un dispositif physique de contrainte. Après l'architecture, après la cuisine, troisième exemple géographique que je voulais évoquer avec vous, Neptis Sfer, ce sont les différences dans les modes de circulation dans l'espace urbain. Alors qu'est-ce qu'ils nous enseignent, ces différences de circulation, ces différences entre les femmes et les hommes? On ne circule pas de la même manière ? Absolument. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. On s'est penché, par exemple, sur les déplacements des adolescentes et adolescents. Les adolescents se déplaceront en fonction d'intérêts personnels pour le sport, pour leur groupe d'amis. Les jeunes femmes prendront très tôt en charge des relations sociales à l'encontre d'autres classes d'âge, à l'encontre d'autres groupes économiques, et se déplaceront donc différemment. Elles ne l'ont pas choisi. Cela se fait très naturellement, depuis le berceau, depuis l'école. Si vous prenez l'école, la cour d'école, aujourd'hui encore, vous avez des cours d'école occupés au centre par un terrain de foot. Or, on se rend très bien compte, il y a énormément d'études là-dessus, j'en montre dans le livre, le centre est occupé par les garçons parce qu'ils ont cette autre motilité, cette autre violence dans les comportements qui font que les filles se tiennent debout autour du terrain central de l'école, immobiles, en discutant, en regardant les garçons. Passer devant n'importe quel parc aménagé, avec un terrain de basket, avec des agrès de musculation, vous y verrez des hommes. Voilà. Donc même les budgets alloués à ce genre d'infrastructure serviront prioritairement aux hommes, aux garçons, puisqu'on estime qu'eux, il faut les canaliser, et les filles sont beaucoup plus sages. Voilà. Et vous avez des centaines et des centaines d'exemples à tous les niveaux, que ce soit du plus intime au plus général, même de la géopolitique. On sait très bien, j'essaie de l'expliquer dans le livre en tirant des exemples, par exemple, de ce qui se passe à Athènes, avec Stéphania Mitsara qui montre à Exarchia la Grèce soumise à un plan presque un plan de restructurement structurel, d'ajustement structurel.
cela a un impact direct sur la vie des femmes. La dette publique impacte la vie des femmes, tout simplement parce qu'elle suppose une restriction de toutes les facilités à la vie quotidienne, c'est-à-dire aux infrastructures, qui disparaîtront et qui rendront leur vie beaucoup plus compliquée. Comme en plus, ayant intégré toute cette domination, elles partent avec des conditions économiques bien moins favorables, du fait notamment des maternités. On sait que c'est elles qui vont hypothéquer leur carrière professionnelle. Je montre d'ailleurs un cylindre spatio-temporel, c'est-à-dire une espèce d'aquarium dans lequel on voit les déplacements relatifs, donc le parcours d'une femme, mère de famille, et d'un homme. Et on voit que les mêmes distances parcourues servent d'autres objectifs. Dans un cas, s'occuper des enfants, dans l'autre, s'occuper de sa carrière. Vous imaginez bien qu'une femme ayant restreint ses opportunités aura une autre retraite. En cas de séparation, sera très, très, très pénalisée, etc. Et tout s'enchaîne à partir de ce moment-là. Donc on voit qu'en regardant l'espace, en l'analysant de façon très simple, on arrive à déceler toutes les manifestations de ce dispositif. Et ce qui est très stimulant, c'est que de ces constats scientifiques que vous dressez, de ce diagnostic que vous dessinez, vous proposez de dessiner d'autres instruments, justement, notamment de nouvelles cartes, puisque c'est votre objet favori, vous le disiez, d'autres cartographies renversées, de la cartographie radicale. Alors comment on passe de cet espace décrit à ces nouvelles cartes ? Alors, ces nouvelles cartes, il y en a de plus en plus, et je suis heureuse d'animer des ateliers en ce sens. Ateliers difficiles. J'ai réalisé énormément d'ateliers de contre-cartographie, j'allais dire classique, ce n'est pas classique bien sûr, mais sur les sujets les centres d'intérêt des participants. Qu'est-ce qui est difficile ? D'analyser sa propre existence. Et quand vous avez par exemple sur le thème du genre des groupes mixtes, il y a eu des ateliers où les discussions ont été ardues puisque nous portons un autre regard sur ce qui nous arrive et sur nos propres pratiques. Et après, il s'agit de mettre ça en forme. Et c'est là que se négocie la mise en forme de l'information. Les ateliers servent à ça, en fait. C'est déjà à prendre conscience du phénomène, à partager nos informations, à les croiser et ensuite à faire émerger, si possible, quelque chose de commun. Et on en est toujours au point où entre les sexes différents, c'est difficile, c'est encore difficile. Mais on peut produire des informations gênantes, mais qui montreront que, par exemple, même des enfants, j'ai un groupe qui récemment a montré comment des enfants, selon les lieux, selon que vous étiez que vous étiez qualifié de fille ou de garçon, avaient des pratiques radicalement différentes. Voilà. Donc, quelque part, on va faire émerger une conscience, c'est ça la contre-cartographie, personnellement, et ça va permettre la fédération d'un groupe. Et à partir du moment où vous serez inscrite sur la carte, ce qu'ont fait les populations autochtones depuis plus d'un demi-siècle, depuis les années 60, ce que fait la contre-cartographie, c'est s'inscrire soi-même sur la carte et considérer que les informations que vous apportez, même si vous n'êtes pas spécialiste, si vous n'êtes pas géographe ni cartographe, ces informations-là, puisque c'est de l'espace vécu, empiriquement, elles ont un intérêt, une valeur. Et ceci va vous permettre de formuler un message qui aura force de loi, la puissance de la carte, le pouvoir de la carte. Vous allez pouvoir l'utiliser avec une autre finalité que celle d'asseoir un pouvoir en place, qui a toujours été le cas jusqu'à de la cartographie présent. traditionnelle qui Voilà. vient notamment de la démarche militaire. Notamment, voilà, il suffit de penser à la colonisation. La carte a servi à coloniser le monde. Et là, on pourra faire tout un cours d'histoire là-dessus. C'est quoi un bon objet de contre-cartographie, Neptisphère ? Un bon objet. Alors, un bon objet, ce serait celui qui a produit ses effets, c'est-à-dire que le groupe a pu tomber, je fais surtout de la cartographie collective, le groupe a pu tomber d'accord sur l'information formulée, ça arrive très souvent, il y a un moment où dans le groupe soudain il y a un événement qui se passe et même les antagonismes sont soudain lissés. Par exemple je pense à un groupe qui avait des modes d'habiter très différents, c'est-à-dire résidentiel et social. Et ce groupe a mis longtemps à faire sa carte qui montrait ses pratiques de l'espace végétalisé, qui n'était pas du tout l'espace désigné, mais un espace personnel, et se rendaient compte que c'est par leurs enfants que les personnes, en fait,
avaient les mêmes comportements, c'est-à-dire chercher des endroits verts où respirer avec même leurs chiens, avec leurs enfants. Et la paix est apparue dans ce groupe à ce moment-là. Donc en fait, nous sommes confrontés aux mêmes problématiques et c'est une façon de désamorcer. La paix est apparue, c'est-à-dire que la carte avait produit elle-même un état, j'allais dire, plus pacifique entre les membres de ce groupe ? Tout à fait. Tout à fait. C'est ça une des grandes fonctions. Le mapping, en fait, c'est le processus qui est intéressant. Après, ces cartes, comme je l'explique par ailleurs aussi dans d'autres livres, elles sont tributaires d'une économie, une économie de l'information. Si vous êtes aux manettes de cette économie, vous pourrez diffuser vos cartes. Et ces cartes, au contraire, ce sont des cartes qui ont un intérêt au moment de leur réalisation pour ce qu'elles provoquent au groupe. Après, bien sûr, vous pourrez les produire, elles serviront à administrer la preuve. Vous pourrez les produire devant des tribunaux, devant des ONG, obtenir gain de cause. Mais ce qui est le plus important, et surtout pour ce qui concerne le genre, les pratiques genrées de l'espace, c'est de travailler, de conscientiser cette problématique. Merci beaucoup, Neptis Sfer, d'être venu nous parler de cartographie radicale, de spatioféminisme, autant de concepts stimulants. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions de la Découverte, pour un spatioféminisme. Et où est-ce qu'on peut vous trouver pour participer à ces ateliers qui rendent plus pacifique ? Alors, j'anime un site, imagomundi.fr, où on peut me contacter. Et je réalise énormément d'ateliers, que ce soit pour des groupes d'activistes ou des institutions. Et je présente l'ouvrage aussi en librairie. Sur le site de la Découverte, vous trouverez toutes les informations. Merci encore, et merci évidemment à toutes celles et ceux qui ont fait cette émission avec moi. Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Fanny Richeux, Bertie Bourdon, Florent Le Calvez et Mathias Mégy. À la réalisation, François Richer, et aux manettes, Dali.